Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Il était une fois. Ce soir, nous accueillons le romancier Jean-Luc Outers. Bonsoir Jean-Luc Outers. Bonsoir. Vous venez de publier Mon nom ne vous dira rien. Ce roman met en lumière l'importance de l'amitié et de sa bienveillance. En quoi l'amitié est-elle tellement importante? Mais sans amis, je ne pense pas qu'on pourrait vivre. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on est porté par les gens qu'on aime. Il y a l'amour, il y a l'amitié. Et c'est le ressort de la vie, je crois. Dans votre roman, vous montrez aussi que l'irruption de la maladie bouscule l'entourage et que certains peuvent être démunis. L'empathie ne serait-elle pas universelle? L'empathie, c'est-à-dire que la maladie dont il est question ici, c'est la maladie d'Alzheimer, dont le narrateur auquel le narrateur va être confronté à un moment donné. Et c'est un autre monde qui s'ouvre à lui en réalité. C'est un monde où le langage a une autre place, où on se perçoit différemment. Et c'est un monde totalement mystérieux. Et donc forcément, tout mystère a, je crois, comment dirais-je, une porte d'entrée, c'est-à-dire qu'on a envie d'en savoir plus quoi, sur ce monde-là. Alors, Mon nom ne vous dira rien, mais également en lumière le rôle et le lien entre un grand-père et son petit-fils, entre Dominique et son petit-fils Gaspard. Avez-vous puisé dans votre propre histoire pour alimenter ce lien particulier? Oui, bien sûr. Donc, je suis moi-même grand-père. J'ai deux petits-enfants et ces deux petits-enfants illuminent ma vie. C'est-à-dire qu'à travers eux, comme d'ailleurs à travers ses propres enfants au départ, on retrouve un peu sa propre enfance, sa jeunesse. On revit par exemple ses chagrins, on revit ses souffrances, on revit même les histoires d'amour de ses enfants. On se dit, au fond, ça a été très dur, on a l'impression que ça nous arrive à nous une seconde fois. En quoi y a-t-il une magie de l'enfance? Mais l'enfance, je crois qu'en fait, on ne la perd jamais totalement. C'est-à-dire qu'on reste toujours quelque part un enfant. D'ailleurs, les adultes les plus insupportables, je crois, ce sont ceux en qui l'enfance était désertée. Et je crois que, par exemple, l'émerveillement, on le garde, la colère, le chagrin, c'est des choses qui viennent de l'enfance et qui sont fondamentaux, je crois, pour nous. Vous écrivez chez le boulanger, le boucher ou l'épicier, accompagné de Gaspard, je n'étais plus le même homme. Y aurait-il donc un changement de statut social au bénéfice de celui qui est accompagné d'un enfant? Oui, bien sûr. Si vous arrivez avec un enfant qui a 3 ans, c'est le cas de Gaspard dans le livre, chez un boulanger, ben forcément, le boulanger va s'intéresser à l'enfant, va lui donner un bonbon, et votre statut est totalement différent. Il m'est arrivé aussi d'avoir un chien, ça n'a strictement rien à voir, mais je me rappelle qu'en me promenant en forêt avec un chien, on me voyait aussi différemment. Si vous rencontrez quelqu'un qui, par exemple, a aussi un chien, vous vous arrêtez, vous vous mettez à parler de votre chien. Et les enfants, c'est totalement différent, mais vous êtes vu comme adulte à travers le prisme de l'enfant qui est à côté de vous. Pourquoi les enfants, précisément, nous permettent-ils de rêver et nous gardent-ils de mourir, in fine? Ah ben oui, je vais peut-être vous lire ça, un tout petit extrait qui fait justement allusion à cela. Donc, le narrateur est dans un cimetière à Rome et alors il reçoit un coup de téléphone de son petit-fils. Le monde de l'enfance illuminait soudain les allées mornes d'un cimetière dont à chaque pas les tombes me rappelaient l'ombre de la mort se profilant à l'horizon de ma vie déclinante. Gaspard me tenait la main en quelque sorte, m'adjurant de regarder le ciel. Grâce à lui, je prenais le temps à rebours, retrouvant ma jeunesse oubliée.
Ainsi, lorsque nous jouions ensemble un semblant de tennis avec 2 raquettes en bois, il distribuait les rôles. Moi, je suis Joko et toi, fais des rêves. D'accord ? Faire des rêves, c'est inventer un monde au plus profond de soi, un monde où cohabitent joyeusement les rois, les fantômes et les dinosaures. Voilà pourquoi, depuis la nuit des temps, nous faisons des enfants qui nous permettent de rêver et nous gardent de mourir. En fait, les enfants, c'est l'éternité, puisque c'est la reproduction de l'espèce et on n'en a jamais fini. C'est pour ça que j'ai toujours été fasciné par les femmes enceintes. J'ai fait un livre là-dessus qui s'appelle La compagnie des eaux, un homme qui tombe amoureux de femmes enceintes, parce que ces femmes représentent l'éternité, puisqu'elles portent en elles la survie de l'espèce humaine. Alors, on le voit, hein, les relations familiales sont importantes à vos yeux et elles occupent certains de vos écrits, notamment la place du mort. Alors là, vous étiez le fils qui accompagnait le père. Maintenant, vous êtes devenu grand-père. En quoi ce changement est-il significatif pour vous ? Oui, la place du mort, c'est un livre très autobiographique donc, qui est lié à un accident vasculaire cérébral qu'a eu mon propre père. Donc, il a perdu la parole, il est devenu aphasique et donc j'imaginais un voyage où le fils conduit la voiture et le père est à la place du mort. Et donc c'est un autre langage à ce moment-là qui surgit puisqu'on ne parle plus, on s'exprime par des gestes, une sorte de langage de l'origine, quoi, des cris, des pleurs. Et il s'opère à ce moment-là aussi un changement, quoi. C'est-à-dire que c'est vous qui devenez le père et lui qui devient l'enfant, puisqu'il est devenu totalement dépendant de vous. Et c'est ce renversement donc, de statut qui m'a frappé, qui m'a conduit à écrire ce livre. Mais de cette relation filiale, hein, vous êtes passé du statut du fils devenu père au grand-père. Donc comment explorez-vous ou continuez-vous à observer cet avancement des générations ? Mais, comme je vous l'ai dit, c'est une... C'est naturel, les choses s'enchaînent oui, c'est ça, naturellement. Naturellement, on fait des enfants. C'est une sorte de besoin, comme ça, alors que, logiquement, ça ne se justifie pas du tout. Il y a suffisamment de gens sur Terre, mais ce besoin de faire des enfants est resté, je crois, en chacun de nous. De croire en la vie. Oui, c'est un rapport à la vie et surtout au temps. Parce que, comme je le disais, à travers les enfants, vous revivez votre propre enfance. Alors vous l'évoquiez, il y avait la maladie d'Alzheimer, l'AVC de votre père. Ces défaillances du cerveau ont l'air de vous intéresser. Hein. Et dans Hôtel de guerre, que vous avez publié en 2022, vous écriviez « En plus d'être stockée dans les cellules du cerveau, la mémoire trouve aussi refuge du côté du cœur ». Est-ce que c'est important, tous ces non-dits, ces intuitions ? Oui, c'est vrai que la mémoire, tout le monde a fait cette expérience, c'est-à-dire que vous sentez une fleur et tout d'un coup ça vous rappelle, je ne sais pas, une histoire d'amour, une femme ou un homme. Vous vous trouvez dans un lieu, vous revoyez votre ancienne école, vous vibrez parce que vous dites c'est là que je me suis tellement ennuyé par exemple, ou c'est là que j'ai connu des moments très agréable à la cour de récréation. Et donc, ces souvenirs sont pas du tout liés à des choses précises. Ils sont vraiment liés à des sentiments, à des impressions que vous retrouvez telles quelles. Alors, vous écrivez également « Le bonheur s'éprouve rarement dans l'instant, il surgit après coup en forme de nostalgie ». Pourquoi ? La nostalgie. C'est vrai. En réalité, quand on est heureux, ce sont toujours des moments assez courts, des moments éphémères, et on s'en rend peut-être pas compte. Et après, on se dit, mais au fond, j'ai passé un moment tellement agréable avec cette personne ou dans tel endroit, et je ne l'ai peut-être pas ressenti. C'est seulement après coup que je le ressens, et ça devient un moment perdu, une sorte de surgissement en forme de nostalgie. Une réminiscence. Oui. Vous êtes, on le sait, un ardent défenseur de la littérature belge. En un mot, qu'a-t-elle de si particulier ou d'universel ? Oh, la littérature belge, oui, je lis beaucoup d'auteurs belges. Et ce que je
remarque surtout, c'est le côté décalé, quoi, de beaucoup d'humour, de la dérision. Si on compare par exemple avec les auteurs français, on est moins dans le réel, on est plus dans la marge du réel. Eh bien, c'est sur ces mots que nous allons conclure cette émission. Jean-Luc Outers, merci à vous. Mon nom ne vous dira rien a été publié aux impressions Nouvelles. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez retrouver cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur le site Ovio ou sur celui de Catobel. À très bientôt pour une prochaine rencontre.